La guerre entre Israël et le Hamas entrera demain dans son 100e jour. Depuis les attaques terroristes du 7 octobre 2023, l'armée israélienne bombarde sans relâche la bande de Gaza. Les civils sont en première ligne et les victimes se comptent par dizaines de milliers. Et le sort des otages israéliens capturés par le Hamas reste très incertain. Toutes ces violences font aussi monter la tension en Cisjordanie occupée, où la colonisation s'intensifie. Pour en parler ce soir, nous recevons l'historien israélien Shlomo Sand. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir à vous. Vous êtes professeur émérite à l'université de Tel Aviv. Vous publiez aux éditions du Seuil un ouvrage intitulé « Deux peuples pour un État ?» Relire l'histoire du sionisme, livre dans lequel vous défendez la création d'un État binational. Alors, on va y revenir, mais d'abord, une question sur le conflit en cours. L'État israélien a-t-il eu, selon vous, raison de se lancer dans cette guerre ? Non, parce que je crois qu'une guerre qui n'a pas un but précis est très dangereuse. C'est-à-dire, vous savez, on mélange Hamas avec Daesh, avec Al-Qaïda. Il y a une différence. Hamas, c'est une organisation, hélas, très populaire et nationale, avec des racines dans le peuple palestinien. Donc, les considérer comme Daesh, qu'on peut couper la tête et finir avec les 7 mouvements terroristes, c'est pas possible. Je crois que Hamas est quelque chose de beaucoup plus sérieux, hélas, et comme les talibans par exemple, ou comme les régimes en Iran, ou comme les Houthis, ou comme le Hezbollah, c'est-à-dire ce mouvement national et musulman, et pas Daesh, et purement un mouvement terroriste qui frappe partout, etc. Donc c'est fait une grande différence. Et couper la tête de Hamas, ça ne veut dire pas qu'on termine la guerre, parce que les Palestiniens soutiennent ce mouvement. Et aujourd'hui, quand on fait des sondages dans le Cisjordanie, les cotes de Hamas ont monté. Ils sont beaucoup plus populaires. Depuis le 7 octobre 2023 ? Oui, beaucoup plus populaires. Parce qu'ils ont commis un acte atroce. Et beaucoup de Palestiniens savent que c'est atrocité. Mais les pouvoirs, le fait que les opprimés s'élevaient et frappaient, donne certaine fierté chez les jeunesses palestiniennes dans le Cisjordanie. Voilà. Oui, il y a cette idée effectivement très présente en Palestine de résistance. Oui, c'est-à-dire cette résistance, parce que l'origine de ces conflits ne vient pas de 67, ça vient beaucoup plus tôt. Et même pas de 48, même avant. C'est-à-dire, c'est incroyable que les habitants de Gaza, qui soutiennent le Hamas, 65% viennent justement de Jaffa, de Ashkelon, de toute cette région en Israël. C'est une population de réfugiés et des enfants de réfugiés. Et l'origine de ce conflit, parce que beaucoup d'Israéliens ne comprennent pas, mais Gaza n'était pas sous le contrôle israélien, seulement sur le siège israélien, d'accord ? Mais pourquoi ils ont agi comme ça ? On ne les opprime pas, on a tiré à 2008 les colonies là-bas. L'origine, justement, est profond. C'est les conflits, les longs conflits entre les colonisations sionistes et les Palestiniens qui étaient chassés peu à peu jusqu'à aujourd'hui. Shlomo Sand, je voudrais vous faire réagir sur cette actualité. Vous avez dû suivre le fait que l'Afrique du Sud a saisi la Cour internationale de justice, la plus haute juridiction de l'ONU, pour accuser Israël de génocide dans la bande de Gaza. Est-ce que vous comprenez cette accusation de génocide ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce terme de génocide qui est utilisé ? Non, comme historien, je suis prudent. C'est-à-dire, je crois qu'Israël commet aujourd'hui des crimes de guerre à Gaza, que ce sera clair. Et chaque spectateur qui nous regarde doit sortir et dire cessez-le-feu immédiat. Parce qu'il y a des gens innocents, civils, qui sont morts. Mais entre ça, le terme génocide, j'hésite beaucoup. Les génocides sont rares dans l'histoire. Il y a les génocides nazis contre les juifs et les tziganes. Il y a les génocides turcs contre les arméniens. Et il y a les génocides terribles contre les Tutsis. Au Rwanda. En 94. Difficile de définir l'action criminelle d'Israël à Gaza comme génocide. Il n'y a pas un but de liquider les peuples palestiniens. Et, beaucoup d'Israéliens veulent se débarrasser. Mais entre ça et dire, mais ça peut devenir demain, tout est tellement tendu.
et la guerre n'a pas vraiment un but, c'est-à-dire c'est une guerre de revanche. Pas une guerre qui a un but politique, c'est dangereux. Mais pour le moment, j'hésite avec ces termes. Il ne faut pas trop jeter des termes aussi. J'accepte le terme crime de guerre. Crime de guerre. Le Hamas a fait un crime. Israël fait un crime de guerre, mais c'est suffisant, il ne faut pas exagérer. Shlomo Sand, parallèlement à cette guerre dans la bande de Gaza, la tension monte également en Cisjordanie occupée. On assiste à une intensification de la colonisation. Dernier exemple en date, c'était hier. L'armée israélienne dit avoir tué 3 assaillants contre la colonie juive d'Adora, une vingtaine de kilomètres d'Hébron. Quels facteurs ont permis et permettent encore à Israël de poursuivre sa colonisation ? C'est ancré dans toute la justification de notre existence au Proche-Orient. Vous savez, comme petite élève à l'école, j'ai appris, après la Bible, que la terre nous appartient. Et ce n'est pas Tel Aviv, ce n'est pas les villes des côtes, c'est plutôt Hebron, Jéricho, etc., etc. C'était ancré dans l'éducation, si vous voulez, israélienne, en profondeur. Donc, ce n'est pas étonnant qu'à 67, il y a tellement de gens qui ont pensé, on a libéré notre terre. Maintenant, il y a aujourd'hui 850 000 d'Israéliens qui habitent derrière les choses qu'on appelle la ligne verte. 850 000, c'est beaucoup. Et il y a 6 ministres israéliens qui habitent dans le territoire occupé. Et il y a aussi le chef d'état-major, Herzl. Il est aussi dans une colonie. Donc la situation, la logique du sionisme était conquérir la terre des ancêtres, soi-disant des ancêtres. Et voilà, c'est une suite qui est une des origines de ce conflit. Qui a une origine, et vous dites quelque chose d'intéressant dans votre livre. Vous dites, je vous cite, « En Europe, le poids de la culpabilité liée au souvenir de la Shoah a le plus souvent désarmé toute attitude critique ». Ça veut dire que vous faites un lien entre la culpabilité occidentale liée à la Shoah et le silence peut-être des Occidentaux sur ce processus de colonisation qui se poursuit ? Oui, je n'ai pas changé mon avis de la temps que j'ai écrit ce livre. Je crois, oui, que l'Europe, la France, sont en indulgence envers Israël. C'est pas possible comme ça. Et surtout en sachant qu'Israël reçoit des armes des États-Unis, de la France, etc. Maintenant, la guerre aujourd'hui à Gaza est surtout contre des civils. Même si ce n'est pas un génocide, c'est une guerre contre les civils. Il y a des famines, il y a des soifs, il y a les maladies. Jusqu'à quand? Donc, Israël dit jusqu'à qu'on va éliminer tout le Hamas. Mais pour le moment, le Hamas résiste, hélas, et c'est la population qui subit toutes les choses tragiques. Donc, je dis, c'est la culpabilité entre autres. Oui, parce qu'en fin de compte, qu'est-ce que c'est l'histoire là-bas? C'est des réfugiés qui s'étaient vomis de l'Europe, qui ont tombé sur les Arabes en Palestine, et nous avons vomi des autres réfugiés vers Gaza, vers Cisjordanie, etc. Alors justement, quand on lit votre livre, ça nous donne un peu d'espoir. On comprend que vous dites, finalement, une paix durable est possible à condition qu'on envisage la création d'un État binational où pourraient cohabiter les citoyens israéliens et palestiniens avec une égalité de droits. À quoi il pourrait ressembler très concrètement cet État binational? Comment est-ce qu'il pourrait prendre forme? À la Suisse, à la Belgique, au Canada, en Angleterre et Écosse. Pour ne pas rigoler. Pour le moment, c'est tragique, c'est impossible. D'ailleurs, je ne suis pas très optimiste dans le livre. Et notamment depuis ces attaques du 7 octobre 2023 et la guerre qui s'en est suivie, c'est vrai que la cohabitation aujourd'hui semble compliquée. Il y a quand même, il va falloir du temps pour penser les plaies des deux côtés. Oui. Dans mon livre, je dis qu'avant qu'on arrive peut-être à cette utopie d'existence commune, on va passer à des catastrophes. C'est-à-dire, le livre n'est pas très optimiste. Il dit, mais je ne sais pas quelle catastrophe. Je n'ai pas envisagé le 7 octobre. Et je ne suis pas sûr que c'est la dernière catastrophe entre les deux peuples. Mais je dis qu'on n'a pas un choix. C'est-à-dire, Israël ne peut pas exister en Proche-Orient sans les Palestiniens. Mais alors pourquoi est-ce que vous privilégiez la piste d'un État binational alors que d'autres disent qu'il faudrait 2 États puisqu'il y a 2 peuples?
L'autre, c'est Biden et Macron. D'autres d'autres analystes, entre autres. Non, pas le gouvernement israélien et moins ou moins des Palestiniens. Si vous voulez savoir, les sondages montrent, en Cisjordanie, parce qu'il n'y a pas un sondage à ça, et montre que la majorité des jeunesses veut une sorte de fédération. Et pourquoi? Parce que pour le moment, l'autorité palestinienne en Cisjordanie n'est pas à la hauteur, comme vous savez bien. C'est une sorte de pseudo-État de Vichy qu'Israël a contribué à garder ça. Est-ce que les autorités israéliennes sont elles-mêmes à la hauteur? Non, pas du tout. C'est-à-dire, je ne suis pas un Israélien qui condamne l'autre. Avant tout, les vrais responsables, ce n'est pas l'autorité palestinienne, c'est avant tout, pas Bibi Netanyahu, c'est tout le gouvernement israélien. Et pas les récents qui refusent les principes d'égalité entre nous et les Palestiniens. Et c'est ça le plus important, les principes d'égalité et les progrès. Deux États, un État fédératif, binational, les principes d'égalité, avancer ça. Les Palestiniens ont les droits sur cette terre, pas moins que les Israéliens. C'est les Palestiniens qui ont chassé de Jaffa, de Haïfa. Il n'y aura pas une solution sans qu'ils sentent que cette terre est aussi à eux. Ça, c'est mon... Alors, comment est-ce que vous expliquez que dans l'histoire de ces deux peuples, aucun dirigeant n'ait réussi à s'asseoir autour d'une table et à dire, voilà, maintenant, on va établir cette paix durable et pourquoi pas créer cet État binational que vous évoquez? Qu'est-ce qui a péché? Qu'est-ce qui fait que les dirigeants des deux peuples n'ont pas réussi à mettre en place cette paix durable? Je ne veux pas ouvrir un grand discours sur les caractéristiques des hommes politiques, surtout en temps de crise. Mon livre montre que même que les politiciens sionistes, dès la fin du 19e siècle, ont joué avec l'idée de binationalité. La plupart des grands intellectuels du sionisme, des Echad Ha'am qu'on ne connaît pas en France, c'est-à-dire un des fondateurs du sionisme, jusqu'à, si vous voulez, Martin Buber, jusqu'à Hannah Arendt et beaucoup des autres, vraiment des intellectuels beaucoup plus importants que Shlomo Sand, ont toujours dit, un point de vue moral et aussi pragmatique. On ne peut pas venir en Palestine vivre sans les indigènes. C'est appartenu à eux, cette terre. On a pris peu à peu, plus en plus, cette terre de eux. Mais qu'est-ce qu'on pense? Ils vont accepter ça, en sachant que Cheikh Yassine était né dans Ashkelon, autrefois une ville arabe. Non, c'est pas possible. On est tellement aveugle sur le destin. Mais je montre qu'on n'était pas toujours aveugle, que les grands intellectuels ont dit, vous savez, Hannah Arendt a dit en 1948, un État juif exclusif sera une source de guerre permanente. Chaque 10 ans, vous aurez une guerre. Alors vous le dites, vous citez effectivement tous ces intellectuels du courant peut-être plus pacifiste sioniste. Vous, dans votre propre parcours personnel, comment est-ce que vous avez commencé à devenir un militant anticolonialiste? Est-ce que c'est en lisant ces intellectuels ou ce sont des événements, des rencontres personnelles qui ont accompagné ce processus de pensée? Pas en lisant les grands intellectuels, parce que j'étais modeste, vraiment pas intellectuel, pas historien, etc. C'est la guerre. Je reviens de la guerre de 67. J'étais à Jérusalem, un combattant. J'étais déçu, j'ai eu peur de mourir. Et peu à peu, je suis devenu plus en plus critique. Et j'ai réclamé, pendant 55 ans, 2 États. J'ai réclamé tout le temps, j'ai manifesté, j'ai crié, j'ai écrit plein d'articles. J'étais pour 2 États. Comment je suis devenu? Parce que je suis venu d'une guerre que j'ai failli mourir. Et après, aussi le contact. J'ai raconté Mahmoud Darwish, les poètes palestiniens, et on a eu des rapports fantastiques. Et tout ça m'a fait que j'ai senti plus en plus comme Israélien qui sait que sans les Palestiniens, il n'a pas le droit de vivre en Proche-Orient. Donc, arrivé à ce livre, j'ai commencé à lire les gens que je n'ai pas lus. J'ai été étonné. Premièrement, que je ne suis pas original. Et aussi qu'il y a tellement de gens, même sionistes convaincus, qui ont dit non, un État juif indépendant
ne marche pas, même si l'Europe va le soutenir et continuer à soutenir avec leur mauvaise conscience, comme vous avez commencé à dire. Non, ça ne va pas marcher. Et si on ne fait pas un changement, pour le moment, je ne suis pas très optimiste, ni pour deux États, ni pour État fédératif. Mais vous savez, les gens, avant de se tuer complètement, ils s'arrêtent et se réfléchissent. Et tous les conflits sanglants sont terminés avec un compromis historique. Et ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Shlomo Sand, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur émérite à l'Université de Tel Aviv.